Madame, Monsieur, bonsoir. Il va y avoir du sport et il y a eu du sport en cette année 2021. Ce sera le sujet du jour ou du soir. On va revenir, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur avec cette année qui s'achève. C'est le dernier numéro de cette année. On a donc décidé de jeter un coup d'œil sur tout ce qui s'est passé, de bien, de moins bien, les exploits, également les échecs. Il y en a. C'est comme ça qu'on se relève et qu'on apprend à repartir de nouveau pour essayer d'aller chercher les sommets. C'est le principe même du sport. C'est de la défaite que viennent les victoires. Il y a des sportifs autour de moi et ils vont me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. On va donc parler de tout ce qui s'est passé et bien sûr les titres, les médailles, également. Le dernier titre en date, c'était le sacre de l'équipe nationale en Coupe arabe et autour de moi pour en parler ce soir. Un grand champion, il vient d'être sacré encore une fois champion d'Afrique en titre. C'est Houssine Daïri, champion d'Afrique de karaté, que j'ai encore une fois le plaisir de retrouver. Houssine, bonsoir, merci d'être là. Merci, bonsoir, c'est un honneur d'être parmi vous encore une fois. Oh non, l'honneur il est pour nous, c'est vous le champion. Et vous l'avez, vous venez d'être sacré il y a quoi, 2 semaines et 3 semaines Le 5 décembre. C'était en Égypte face à un Égyptien en finale, dans la catégorie des plus 84 kilos. Et on va en parler justement de votre discipline et des Jeux Olympiques malheureusement de Paris où il y aura peut-être du karaté, j'ai dit du judo, du karaté, on l'espère en tout cas, vous retrouver à côté de vous. Et ce soir, une place de choix pour les Paralympiques qui ont fait honneur aux valides. C'est des sportifs à part entière, ils ont en tout cas fait plaisir à toute la nation en ramenant une belle moisson de médailles, notamment votre athlète, Ahmed Mahour Bacha, notre deuxième invité, c'est bien sûr Skandar Atmani. Alors, il est champion olympique du 400 mètres avec, s'il vous plaît, excusez du peu, record du monde à la clé. Alors, le record, c'est 46 secondes, 70 centièmes et il arrache l'argent aux 100 mètres. Il aurait pu avoir l'or, vous le raconterez un petit peu parce que chaque course a son histoire, a son scénario. Donc, 2 médailles d'or, c'est probablement un des plus grands exploits de ces Jeux paralympiques de Tokyo. On va en parler ce soir. Ahmed Mahour Bacha, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir est pour nous et en face de vous, ils sont admiratifs des exploits. Alors, c'est des sportifs frustrés, je vous le dis tout de suite. Ils adorent le sport, ils ont toujours rêvé. Quand vous avez dit sportif, je pensais que vous parliez de nous. Alors, Mahmoud Bouguelmoua, bonsoir Mahmoud. Bonsoir Riyad, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de retrouver nos amis. Et c'est particulier, la dernière fois qu'on les a eus sur un plateau, ça a porté chance à l'émission. J'espère que ce sera la même chose. C'est le début et bien sûr, ça va être nos parrains pour l'émission. Alors, est-ce que j'ai un peu vrai ou faux, Farid, est-ce que vous êtes passé à côté d'une carrière de sportif? On aime tous le sport, nous les journalistes. Oui, moi j'ai fait un peu de handball et du cross aussi, quand j'étais jeune. Bon, ça parlait très loin parce qu'il y avait les équipes. Mais voilà, on est tous, quand on aime le sport, c'est qu'on a tous fait un peu de sport dans notre vie. Vous voyez, quand on est... Même Riyad. Quand on ne fait pas une carrière de sport, on dit que c'était les études qui nous ont fait arrêter ou alors un genou récalcitrant. C'est comme ça qu'on arrête. C'est vrai. Ligaments. Non, c'est pas les ligaments. Alors, messieurs, on va commencer. Il y a eu des moments heureux cette année et il y a eu aussi des moments tristes. Qu'on a vécu. Il faut rendre hommage aussi à ceux qui nous ont quittés, Farid. Oui, notamment il y a 3 jours, le décès tragique d'un footballeur sur un terrain, Sofiane Loukar, capitaine d'équipe du MC Saïda, et tout en réitérant nos condoléances à toute sa famille, à la famille du MC Saïda qui a affronté de grands champions entre le défunt Saïd Amara, membre de l'équipe du Allah Yarhamou. Mais ce qui est dommage, c'est vrai, il y a beaucoup, on a perdu beaucoup de personnes en Algérie, que ce soit à cause de la Covid, parmi les gens de nos familles, nos voisins, nos amis, etc. Mais ce qui est encore triste, c'est de perdre une personne sur un terrain de football. C'est-à-dire, voilà, il jouait un match et là, il a eu un accident. On dit que c'est à la fleur de l'âge, ils ont la santé, on l'accepte difficilement. Oui, alors que le sport, ça veut pratiquer un sport qui sortait être un loisir et non pas un travail pour lequel c'est son travail. Il touche un salaire avec ça, même si c'était football amateur. Mais on sait qu'il y a des indemnités et tout. Mais c'est triste
que cet accident de travail, entre guillemets, il était évitable. Surtout que, voilà, on sait qu'il y a eu un choc avec son gardien de but. Et il est tombé, il a reçu des soins, mais il a repris le jeu. Ça, c'est une erreur. On l'a laissé reprendre. On l'a laissé reprendre le jeu parce que depuis quelques mois, la FIFA a mis en place ce qu'on appelle le protocole commotion cérébrale. C'est-à-dire un joueur qui chute. C'est arrivé à Bounjah en Coupe arabe. Ça, c'est arrivé à Bounjah. Un joueur qui est victime qui perd connaissance choc. Ou... Voilà, c'est-à-dire qui tombe un choc à la tête, c'est-à-dire une commotion cérébrale. Par précaution, il faut le sortir. Et le règlement prévoit même que si les remplacements réglementaires ont été épuisés, il y a une autorisation spéciale pour faire remplacer un joueur victime d'une commotion cérébrale. Et dans ce protocole, il est indiqué clairement qu'un joueur victime de commotion cérébrale, même si après il se porte mieux, il lui est interdit de s'entraîner ou de jouer pendant 5 jours. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Bardel Mounjah lors de la Coupe arabe. Comme pour les boxeurs Oui, il était tombé, Mounjah était tombé lors du match contre le Maroc de finale. Il est sorti et pendant 5 jours, il ne s'est ni entraîné ni il a joué. Il a raté le match de demi-finale, il a joué directement la finale. Vous parlez du boxeur. Les boxeurs, quand ils perdent un match par KO, par KO, donc... Par KO, c'est-à-dire qu'ils perdent connaissance. Voilà, donc il a une durée que je connais pas, mais il a une durée minimale où le boxeur est interdit de boxer à l'entraînement. Comment ça se passe? C'est un sport de contact, un sport de combat où parfois il y a des pertes de connaissance, ça arrive? Bien sûr, après ça dépend de la gravité du KO. Moi j'ai reçu un KO déjà une fois à Dubaï. Et j'ai gagné le combat parce que l'athlète ou l'adversaire il a fait un coup interdit par rapport à la réglementation du karaté. Ça c'est un coup qui a été interdit, donc pas validé, hein, par les juges, par les arbitres. Mais est-ce qu'il y a des règlements pour protéger les athlètes s'ils sont par exemple blessés? Est-ce qu'on arrête un combat quand on voit qu'un... Ouais, on arrête un combat, après ils vont choisir si c'est une exagération de l'athlète qui a reçu le coup ou c'est une attaque dangereuse, ils vont arrêter le combat. Et après, les deux athlètes, ils ne vont pas combattre, ils ne vont pas continuer la compétition, ils vont arrêter. Et voilà. Voilà, on arrête la compétition donc quand il y a... Parce que le plus important dans toutes les réglementations, hein, quelles que soient les fédérations, la première des choses qui devrait être, c'est l'intégrité physique, la santé des athlètes. C'est le plus important. Moi Riyad, j'aimerais revenir sur effectivement, il faudra laisser le temps pour revenir sur on n'est pas juge, on n'est pas procureur. Encore une fois, bien sûr, on reviendra sur les responsabilités des uns et des autres en temps voulu. Moi, mon coup de gueule, il va à l'encontre du traitement médiatique. Surtout les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux en particulier. C'est le service public ici. Je pense que c'est notre devoir aussi de lancer parfois des messages et d'expliquer les choses. Dans le malheur des gens, quand il y a un décès, quand il y a un accident, quand les gens pleurent leur mort, c'est pas le moment de filmer ça, c'est pas le moment de diffuser ça sur les réseaux sociaux. Il faut toujours de la pudeur et du respect. De la pudeur, du respect pour les familles, du respect pour la dignité de la victime et de ses proches. Et l'idée est simple, au moment où vous pensez à partager quelque chose sur les réseaux sociaux, mettez-vous à la place du proche ou imaginez-vous que c'est votre père ou votre mère et voilà, c'est très important qu'on revienne là-dessus et que les gens prennent conscience de ça. Je sais que vous teniez à ce coup de gueule et voilà, c'est dit. Rabbi Yarhamak, Sofiane Lokar. On va regarder aussi ce petit clip préparé par Sarah Derbel de toutes les personnalités du sport qui nous ont quittés cette année. On regarde.
Notre sport qui s'en va chaque année et c'est des exploits, c'est des hommes et des femmes, parfois très jeunes, comme la jeune nageuse qui était à quelques jours de son baccalauréat, qui partent. On a l'impression que c'est des morceaux de notre histoire sportive qui s'en va. Mais quand on voit les images de tous ceux qui ont défilé, ça va de la génération de l'équipe du FLN jusqu'à la toute jeune génération comme la nageuse Allah yarhamha. Voilà. C'est-à-dire que c'est des gens de différentes générations, comme quoi la mort ne choisit pas, mais il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont donné pour le sport algérien. Et il faut continuer à donner, c'est peut-être le meilleur hommage qu'on leur rend, hein. C'est d'essayer de monter sur des tatamis ou sur des pistes ou sur des pelouses pour essayer d'aller chercher la victoire, l'exploit pour la nation, pour le drapeau. Oui, Mahmoud. J'ai une pensée aussi aujourd'hui pour Ami Abdelkader, Oui. qui nous a quittés aujourd'hui, qui était un peu le fan numéro 1 Le de doyen, je l'équipe crois, du nationale, le doyen, qui suivait l'équipe nationale de football dans tous ses déplacements en Afrique, en Coupe du Monde, et qui s'est éteint aujourd'hui et qui était un peu un personnage mythique du football algérien. Voilà, on a une pensée pour lui et pour ses Rabbi proches. yarhamhum. Alors, je vous l'ai dit, cette émission sera consacrée à tout ce qui s'est passé cette année. Une revue de tout ce qui s'est passé, préparée par Sarah Derbelt dans ce sujet. On regarde. L'année 2021 a été marquée par plusieurs événements sportifs. Roi, le football, avec cette belle consécration de l'Algérie en Coupe arabe des nations de la FIFA. Après un parcours sans faute, les Verts ont décroché le trophée en battant la Tunisie en finale sur un score de 2-0, remportant ainsi la première Coupe arabe de l'histoire de la sélection nationale. Quelque chose de très profond en Algérie. Aussi bien pour la Coupe d'Afrique que pour la Coupe du Monde. Je pense, Inch'Allah, ya Rabbi ma yakhayibnash, on passera au deuxième tour de la Coupe du Monde. Inch'Allah, le quart de finale à 2000. Sur le plan continental, la participation des clubs algériens fut assez satisfaisante. Le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad ont quitté la Ligue des champions africaine en quart de finale. Tandis que la JS Kabylie, malgré son jeune effectif, a disputé une finale qu'elle n'a pas pu remporter. Et sur le plan national, le Shabab Riyadi de Belouizdad a conservé son titre de champion d'Algérie pour la deuxième année de suite, alors que la jeunesse sportive de Kabylie a soulevé le trophée de la Coupe de la Ligue. Le handisport algérien a une nouvelle fois marqué le paysage sportif algérien, avec une année 2021 particulière et riche en consécration, aussi bien au sport collectif qu'en individuel. Le tout clôturé par une belle prestation aux Jeux paralympiques de Tokyo, où les Algériens ont eu le mérite de porter très haut l'emblème national, comme lors des 7 précédentes éditions. Avec un total de 12 médailles aux Jeux de Tokyo, dont 4 en or, 4 en argent, 4 en bronze, 2 nouveaux records du monde, 2 records d'Afrique, les athlètes paralympiques ont inscrit en lettres d'or le nom de l'Algérie dans le top 30 au classement final de ce rendez-vous mondial. Et comme d'habitude, c'est l'athlétisme qui s'est taillé la part du lion. Skandar Admani s'est adjugé 2 médailles, dont une en or. Il a été imité par Asmahen Boujadar, qui a remporté l'or au lancer du poids. Chez les dames, Safia Djellel a décroché la médaille d'or dans la même catégorie. D'autres athlètes ont brillé aussi à l'image de Shirin Abdellaoui, Abdelkarim Kamaï, Walid Fannah, Ahmed Mahideb, Nassima Saifi et bien d'autres. المستقبلي سي لي جو تاع وهران ندخلوا فيهم لي جو بارالمبيك وسيرتو سيرتو سيرتو باريس 2024 ونشكروا على انا من طرف الوزاره الحمد لله جنده 100% الحمد لله المرافقه كانت تامه. ومستقبلا انا ما نفرقوش بين الرياضيين لي زاتليت نتاعنا ما كانش فرق. الحمد لله اللي يرفع الاعلام بارك الله فيك. هذاك هو اللي انا معاه. De la joie chez les Paralympiques, mais une grande déception pour les valides qui ont participé avec 44 athlètes dans 14 disciplines avec des potentiels prétendants. Les Algériens ont raté leur participation à Tokyo avec 0 médaille, des JO qui resteront comme l'une des pires participations algériennes à un tournoi olympique. Les nageurs algériens ont brillé eux aussi cette année. L'Algérie a été sacrée championne arabe de natation grâce aux 7 médailles décrochées par le duo Jawed Sayoud et Abdallah Arjoun.
Les cyclistes algériens ont décroché la 2e place au classement général des médailles du festival arabe au Caire. Les Algériens ont récolté un total de 51 médailles, 20 en or, 16 en argent et 15 en bronze. Les karatékas se sont également distingués en 2021 en récoltant 27 médailles, dont 4 en or, au championnat d'Afrique. Et une exceptionnelle 2e place pour les athlètes de la sélection algérienne de Kempo au championnat du monde avec une récolte de 64 médailles, dont 17 en or. Et enfin, la tenniswoman Maria Badache a remporté le titre africain des U14. Au Qatar, une 19e édition des Jeux méditerranéens organisée pour la 2e fois en Algérie. Et dans quelques semaines déjà, la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà donc cette revue des exploits de grands sports, hein, comme le karaté, des sports olympiques, les paralympiques aux JO. Malheureusement, les JO, Sarah l'a dit, 0 médaille. C'est peut-être une des plus mauvaises participations algériennes. Il y a aussi des sports mineurs. On a vu le Kempo, même si c'est un sport mineur, ça reste des exploits d'athlètes qui vont aller se frotter au meilleur de leur discipline. Ahmed Mahour Bacha, d'abord félicitations pour votre médaille, vous la partagez avec Skandara. Merci avec tout le monde, en tout cas avec tout le peuple algérien. Comment on arrache une médaille d'or au JO, plus une médaille d'argent? Je dis aux JO, hein, vous avez entendu le président de la République qui dit: moi je ne fais pas de différence entre les valides et les non-valides, c'est du sport, c'est des athlètes, ils se frottent au meilleur de leur catégorie et ils en sortent vainqueurs. Comment on arrive à préparer un champion alors qu'on a passé une année 2020 de Covid, parfois de doute, parfois peut-être de désespoir, vous allez nous le dire. D'abord, je voudrais juste insister sur le fait qu'on a oublié un athlète qui a réussi un véritable exploit l'année dernière. C'est le jeune Gouanet, médaille d'argent championnat du monde du 800 mètres, voilà, junior. Pour moi, c'est une performance extraordinaire qui méritait donc d'être... On n'a peut-être pas tout mis, hein, mais 800 mètres dans un championnat du monde et une médaille d'argent, c'est énorme. Voilà. Maintenant, pour revenir aux Jeux Olympiques, la préparation s'est faite sur 5 années. On ne prépare pas des Jeux Olympiques en une année ou en une année et demie. C'est vrai qu'on a été perturbé, mais comme tout le monde, par la Covid. Une année et demie pas de doute, mais de difficulté à pouvoir réussir à s'entraîner convenablement, sachant que les stades étaient fermés pour cause du Covid justement, que les salles de musculation étaient fermées à travers le territoire national à cause du Covid, de la Covid. Et donc il fallait improviser... Des nouvelles techniques d'entraînement ? Même pas, il fallait improviser au jour le jour. Donc on s'est entraîné dans des lieux qui d'habitude servaient de route pour les véhicules. Et pendant une année et demie, on s'est entraîné sur du goudron, tout simplement. Et il se passait quoi dans la tête de votre athlète? En fait, lui, il était... Focus. Voilà, il était focus sur les Jeux Olympiques. Il savait que c'était une chance unique pour lui de réaliser. Notre objectif, c'était de ramener 2 médailles d'or. On a échoué aux 100 mètres par la faute. Vous saviez qu'il était capable d'aller chercher l'or? Oui. Avant d'y aller? L'objectif était de ramener 2 médailles d'or. Mais bon, on a échoué aux 100 mètres à cause justement du départ qui est son point fort. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais sinon, la préparation a été difficile. Mais je l'ai dit pour tout le monde, il a réussi à rester concentré pendant une année et demie, très concentré sur les Jeux Olympiques malgré le report d'une année, qui ne nous a pas découragés, au contraire. Est-ce que c'était bénéfique de reporter d'une année? C'était une année de préparation en plus? Pour lui, c'était bénéfique. Pour beaucoup d'athlètes, aussi bien valides qu'handicapés, c'était bénéfique, mais pour d'autres, c'était pas bénéfique. Pour beaucoup de sportifs, c'était l'année de trop. Pour nous, je pense que le report nous a été bénéfique puisqu'il nous a permis de nous préparer tranquillement. C'était un athlète qui était blessé gravement au niveau de sa jambe. Donc on ne pouvait pas monter rapidement dans la cadence au niveau des intensités des entraînements. Mais sinon... Farid, vous avez une théorie sur la réussite des
des athlètes paralympiques non valides par rapport aux valides. Vous avez une théorie sur ça? Ils ont ce supplément d'âme, cette revanche à prendre sur le regard peut-être des gens en société, sur le fait qu'ils doivent prouver quelque chose. C'était votre façon de voir les choses? Bien sûr. Abdel Mahmoud Bacha nous a donné l'exemple. Les 100 athlètes, et c'est le cas de beaucoup d'autres athlètes, s'est entraîné sur une route. Il y a une fois, j'ai écouté le témoignage de Nassima Saifi, qui a remporté des titres, des médailles au lancer de javelot, je pense, du lancer du poids et du disque. Eh bien, elle disait qu'elle s'est entraînée sur un terrain vague. Voilà, c'est des athlètes paralympiques qui ont toujours été pratiquement abandonnés et s'étaient toujours livrés à eux-mêmes. Et aussi, c'est une frustration par rapport à la réalité du sport et la réalité de la société qui presque rejette les Paralympiques. On voit même les routes algériennes, les quartiers algériens ne sont pas aménagés pour ce type de citoyens qui devraient être des citoyens à part entière. Donc cette frustration, il la ressortent en montrant, faisant montre de rage dans la pratique de leur sport. Si les athlètes valides n'ont pas réussi, c'est parce qu'il n'y avait pas de compétition. Il manquait de compétition parce que d'habitude, ils ont des compétitions. Mais les athlètes paralympiques, il y a très peu de compétitions. Ça ne change rien dans la réalité. Qu'il y ait la Covid ou il n'y ait pas de Covid, leur quotidien en matière d'entraînement n'a pas changé. C'est vrai ça? Il n'y a pas beaucoup de compétitions des Paralympiques, il n'y a que les Jeux? Non, il y a des meetings dans l'année. Il y a des meetings, 2 ou 3 meetings. Mais ça, c'est une... Mais il n'y a pas une saison avec un programme de compétition? En fait, il n'y avait pas, mais je dois témoigner que la nouvelle équipe, puisqu'il y a une nouvelle équipe installée au niveau de la fédération, on a fait déjà 2 réunions avec le nouveau DTN qui vient de la Fédération algérienne d'athlétisme, le nouveau SG qui vient lui aussi de la Fédération algérienne d'athlétisme, donc qui ont une expérience déjà. Sur le terrain, veulent justement faire évoluer le programme de compétition et des meetings au niveau des handicapés. Et donc, progressivement, je pense que les athlètes dits, entre guillemets, handicapés, pourront faire le même nombre de compétitions, de meetings d'ici 2-3 années. L'idée même de l'organisation des meetings, d'un grand meeting international d'athlétisme handicapé a été soumise à la fédération et je pense que... Sachant qu'il y en a dans les pays voisins. Voilà, Tunisie, Maroc... Et puis, bon, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a une grande star des Paralympiques que moi je connais, avant d'être la star des rubriques judiciaires, Pistorius. Pistorius, c'était une grande star des pistes d'athlétisme. Non, il y en a plusieurs. Hein. Il faut le reconnaître. Il y en a plusieurs, et des Algériens notamment. Hein. Moi, j'en connais un certain nombre. J'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre. Qui est une légende du sport paralympique. Et même actuellement, moi je me suis rendu au championnat du monde en 2019. Baka, Nassima Saifi, il y en a plusieurs. Hein. Jmedj, Boujdar, on peut en citer plusieurs. Mais j'aimerais revenir sur la notion qu'on était en train d'aborder. Pour eux, ce sont des athlètes. Ils ne se posent pas du tout la question. Pour nous aussi, ça devrait l'être. Est-ce que je suis handicapé? Pour eux, c'est des athlètes qui se préparent avec la même pression, avec les mêmes exigences. C'est le haut niveau, avec les qualités et les défauts des athlètes de haut niveau. C'est ça aussi qui est beau à voir. Et ils se battent, ils ont la niaque et ils ont envie d'aller chercher de défendre leur titre. Sauf que les athlètes handicapés se posaient justement cette question, est-ce qu'ils étaient considérés comme ayant le même statut que les valides ou non, jusqu'à ce que le président de la République, ça fait un mois, a exaucé le vœu de tout le monde, c'est-à-dire aligner les primes au niveau des primes et des indemnités et les salaires les athlètes handicapés avec... c'est pas que symbolique d'avoir les mêmes primes, parce que c'est de l'argent, ils en ont besoin. Déjà au niveau de la symbolique, mais c'est aussi symbolique, c'est très important. Ça veut dire ils sont tous pareils. C'était une demande posée par les athlètes handicapés. Depuis longtemps. Depuis de nombreuses années. Depuis une vingtaine d'années. Donc il a fallu attendre le geste très apprécié du président de la République qui a donc aligné tout le monde
tous les athlètes. Alors vous avez un athlète paralympique, ça change quoi dans la tête de l'athlète? Il a plus confiance, ils se sont considérés, il travaille plus, il se dit je vais donner plus? Non, en fait, c'est une satisfaction personnelle, parce que le travail, les athlètes s'entraînent. Qu'ils soient considérés ou non, les athlètes s'entraînent, qu'ils soient valides ou handicapés, s'entraînent. Mais en fait, c'est le plan moral, c'est le plan de la satisfaction personnelle. Enfin, nous sommes considérés, c'est ce qu'ils disent, enfin nous sommes considérés comme des gens normaux. Il y a toujours cette notion de normalité. Est-ce que nous sommes normaux ou anormaux? Là, ils se sentent pleinement normaux, puisque désormais l'État algérien les considère comme des athlètes à part entière. Hossein Daïri, vous avez suivi ces Jeux paralympiques comme nous tous, et les exploits, parce que en fait l'exploit, et ce sera ma question, l'exploit des Paralympiques a été encore plus médiatique et surtout puissant après les déceptions des Jeux Olympiques. Les Algériens étaient frustrés de ne pas ramener de médailles, et puis les Paralympiques se sont dit non, nous on ne va pas revenir les bagages vides de Tokyo. Quel regard vous portez sur l'exploit des Paralympiques? Déjà, tout d'abord, je tiens à féliciter ces athlètes-là, parce que c'est pas facile vraiment de se préparer, et surtout durant la Covid. Mais eux, ils ont trouvé les moyens pour se préparer. Déjà, je le tire chapeau. Et mis à part ça, je vois que, comme il a dit, M. Malba, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit la satisfaction personnelle de l'athlète. Parce que nous, on a eu la chance, et c'est un privilège de représenter le pays, mais tout d'abord, c'est pour nous. Donc, quand je gagne, c'est pour moi. Après d'avoir la chance et le privilège, comme l'Algérie nous a donné la chance de représenter ce pays-là, bah, c'est un honneur. Alors, on va parler de votre exploit, par exemple, votre magnifique médaille d'or et votre titre de champion d'Afrique en Égypte, en finale, face à un karatéka égyptien. Chez lui, la salle était pleine, je suppose. Ouais. Vous dites satisfaction personnelle, et en plus, bien sûr, après Rassaman et tout, ça c'est un plaisir suprême, mais il faut aussi expliquer à nos téléspectateurs la souffrance de l'athlète quand il se prépare. La souffrance, c'est dur, on a mal quand on s'entraîne, quand on fait de la muscu, quand on prend des coups, et une fois qu'on monte sur la plus haute marche du podium, expliquez-nous ce sentiment. On a plus mal. Moi, j'ai entendu parfois, il y a une phrase qui me restera toujours dans la tête, c'est un peu comme les athlètes d'athlétisme ou les marathoniens. Un cycliste algérien, un grand champion, m'a dit, il y a des moments dans une course, quand on est sous un soleil de plomb, après une montée, on a mal même aux cheveux, tellement on a mal partout. On a envie de casser le vélo pour que le coach ne nous en veut pas d'abandonner, tellement c'est dur. La victoire, elle fait oublier toute cette souffrance? En fait, les gens, en dehors de ça, ils voient que voilà, c'est facile de monter sur la plus haute marche, mais c'est vraiment pas facile, c'est très très difficile. Il y a un sacrifice, il y a un combat avec moi-même. Donc des fois, j'ai pas envie de m'entraîner, mais je dois me lever tôt pour m'entraîner 2-3 fois par jour. Je dois être discipliné avec moi-même, je dois être vraiment professionnel avec moi-même, je dois être responsable de mes performances. Donc c'est pas vraiment facile, et moi, comme j'ai dit, c'est un combat, et quand je fais ça, ça me fait vraiment plaisir pour honorer mon pays et ma famille aussi. Moi j'aimerais vous poser une question bien précise. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que même après avoir gagné une médaille d'or, gagné un titre de champion d'Afrique, vous bénéficiez au maximum d'un petit entrefilet dans la presse, alors que l'élimination au premier tour de la plus petite équipe algérienne de football bénéficie d'une semaine de couverture médiatique? Après, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On voit que voilà, le football, il est plus médiatisé que les sports individuels, mais nous, en tant que sport individuel, on est la majorité des athlètes, c'est eux qui ramènent des médailles. Après, voilà, c'est le cas, on ne peut rien changer. Mais c'est social, hein, le football, parce que tout le monde l'aime. C'est frustrant, ça vous frustre de savoir qu'il n'y a pas de considération dans les médias. Je parle des médias. Après, voilà, je tiens à dire aux médias de venir quand moi je suis en train de m'entraîner, quand moi je me blesse, quand moi des fois je me retrouve seul.
mais pas de venir après, on va dire, Après une consécration. voilà, et dire ouais, tout va Il bien. faut connaître la vie d'un athlète. Non, Et puis, moi j'ai l'occasion de côtoyer Hossein assez souvent et régulièrement. Je sais ce qu'il endure, mais j'aimerais bien qu'il le raconte. Raconte-nous une journée, Hossein. Raconte-nous ces 4 entraînements par jour, ces efforts à en vomir de fatigue. Raconte-nous une journée. Ouais, ben tu te lèves tôt, tu t'entraînes, après tu reviens, tu dois manger, tu dois compter tes calories. Tes calories. Voilà, tu dois bien la balance aussi, on se pèse, obligé. Ouais, et oui, tout à fait. Il y a des poids. Moi, je suis en plus 84 kilos, mais j'ai un poids de forme, donc je dois vraiment. C'est des régimes précis, c'est quoi? C'est du keto-régime? Non, pas keto-régime, mais avec le temps, l'athlète, il cherche et c'est avec ça qu'il va trouver. Voilà, nutritionniste, vous êtes suivi par un nutritionniste? Non, avec moi-même, je cherche et c'est avec ça que je vois que voilà, la nutrition me convient, ça, non. Et à chaque fois, j'essaye. Et c'est avec ça que je maintiens mon poids. Il faut savoir que quand vous déjeunez avec Hossein Daïri ou vous dînez avec lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il sort son smartphone et qu'il note dans son application 30 grammes de riz, 40 grammes de poulet, enfin, je donne des valeurs comme ça. Balance à la maison pour peser le riz. Balance à la maison, voilà. Balance alimentaire. Voilà. Juste pour terminer, parce que que ce soit dans tous les sports, hein, que ce soit par exemple pour Skandar ou pour tous les athlètes que vous avez eus ou pour vous, quand on voit le travail et le parcours que vous avez, pour gagner un titre, une médaille d'or ou Inch'Allah une médaille d'or au championnat du monde, ce sera l'année prochaine. Les athlètes que vous devez battre pour monter sur la plus haute marche du podium, ils ont aussi un parcours, ils ont une vie, ils ont une organisation. Moi, je me souviens toujours du film Rocky, son parcours, sa souffrance, ses entraînements. Bon, c'est schématisé, c'est du cinéma, mais c'est vrai, pour battre les meilleurs, il faut essayer de s'approcher de leur qualité d'entraînement, de leur qualité de vie. Et Mahour Bacha, c'est pas toujours évident. Parfois, on gagne à l'algérienne. Je sais pas, passez-moi l'expression, mais si on a gagné, parfois, c'est souvent à l'algérienne. Ça devient de plus en plus difficile de gagner à l'algérienne. Pourtant, c'est trop scientifique maintenant, le sport? Non, en athlétisme, il faut... ce qu'on a appris à l'ISTS, il y a 40 années, c'est qu'il faut faire exactement la même chose que les autres. Si on veut gagner contre un Américain... si on ne fait pas comme lui, il passera premier. Voilà, il faut faire comme lui, ou peut-être mieux que lui. Maintenant, Roh Louatani a le drapeau, lui aussi, il a la même. Le drapeau. Donc ça ne marche pas. Et nous, on pris le bon Dieu, eux aussi, ils ont pris le bon Dieu. Donc tout ça, ça annule. Donc il faut s'entraîner. C'est le travail. C'est le travail. Il n'y a aucune... Il n'y a même pas de talent? Un peu de talent? Si, maintenant, en 2021, il faut le talent, il faut le travail. Et le talent vient par la prospection, c'est ça? Exactement. Alors on va en parler, on va parler de football. Vous pouvez parler football si vous voulez. L'autre grand exploit, c'est bien sûr celui qu'on a vécu il y a quelques jours, c'est le sacre arabe à Doha. Oui. Avant de parler de football, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler. Je suis journaliste spécialisé en football. Moi, je pense que c'est frustrant que beaucoup de sommes d'argent soient consacrées au football. Par exemple, à une compétition africaine, le tournoi du football des Jeux Olympiques. C'est vrai que vous leur faites plaisir. Oui, non, je l'ai toujours dit, vous pouvez revoir les archives à la radio, à la télévision. Une équipe, c'est-à-dire 23 joueurs, plus le staff médical, staff administratif, staff technique, disons 35 personnes la moyenne. 35 personnes prises en charge pour une préparation et tout, pour à la faire au maximum une médaille. Alors que, par exemple, un nageur peut concourir dans plusieurs catégories. Un nageur, avec son préparateur physique, son entraîneur, un administrateur... Qu'il peut partager avec d'autres nageurs. Et un diététicien. 5. On prend juste un seul nageur qui peut concourir. Que dire alors quand il y a 5 nageurs? C'est une dizaine minimum de médailles potentielles. Enfin, il faudrait qu'il soit faible, c'est pour prendre les... Oui, bon, ok. Je parle même que championnat d'Afrique. C'est-à-dire, vous voulez, on mise... Voilà, c'est-à-dire 5 personnes avec plusieurs médailles potentielles, contre 35 personnes pour une seule médaille potentielle. On va parler tout à l'heure des Jeux méditerranéens, parce que déjà 34 minutes leur tourne. Le sacre arabe, il était... Pourquoi moi il est important pour moi, je vous l'explique. C'est pour l'athlète local, j'allais dire le Made in Algeria. Même si dans les clubs, c'est mal géré, souvent les professionnels sont souvent mal payés ou pas payés, mais le talent intrinsèque est là et c'est cette coupe qui l'a révélé. C'est-à-dire que quand on met un athlète
local, dans les meilleures conditions, avec les meilleurs techniciens, sur les meilleurs terrains de sport. Là, les pelouses du Qatar étaient parfaites. Quand il y a la motivation, je prends l'exemple du footballeur, mais c'est valable pour tous les sports. Hein. Quand on met l'athlète dans les meilleures conditions, eh bien, il va au bout, c'est-à-dire il peut gagner des titres. Oui, bien sûr. La Coupe arabe a révélé qu'en Algérie, il n'y a pas une crise de talent, il y a une crise de gestion. C'est la faute aux gestionnaires. Il y a toujours eu des talents. Il y a même, je rappelle aussi, l'équipe du FLN qui a privé la France de 2 grands joueurs lors de la Coupe du Monde 1958. Zitouni, Allah yarhamou, qui était le capitaine de l'équipe de France. Et il était à Monaco, il devait signer au Real de Madrid. Voilà, il était le capitaine de l'équipe de France, c'est qu'il allait partir à la Coupe du Monde. Et Rachid Bakhloufi, qui était le meneur de jeu, eh ben, ils se sont désistés, ils ont rejoué l'équipe du FLN, ils ont fait l'impasse sur une Coupe du Monde en 58. La France, sans eux, avait été parvenue jusqu'en demi-finale. Elle aurait remporté on ne sait pas, mais elle aurait pu remporter la Coupe d'Afrique. C'est que déjà, le talent existait déjà sous la colonisation française. Donc il y a toujours eu du talent. Il y a même maintenant talent, il y aura demain, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Il y a une question de gestion. Et c'est valable pour les autres sports. La Coupe arabe. C'est valable pour les autres sports. Moi, je parle en général, le talent intrinsèque du sportif algérien. On est un pays qui aime le sport. Les Algériens adorent le sport, adorent la pratique du sport. C'est-à-dire, pour peu qu'il y ait une prise en charge sérieuse, qu'il y ait la confiance et surtout qu'il y ait une équité. Parce que pourquoi maintenant les joueurs locaux, le football local a repris confiance? Il sait que maintenant en sélection, il y a une justice, il y a une équité. Le meilleur est pris. La Coupe 2021, eh bien, Djebel Belmadi a pris plusieurs joueurs qui se sont révélés lors de la Coupe arabe et qui n'avaient jamais été sélectionnés en équipe première. Alors on va avancer, messieurs, avec le flop de l'année. On est obligé d'en parler. C'est les JO. Est-ce que c'était la chronique d'un échec annoncé, déjà prévu, ou on aurait pu arracher quelque chose, ou c'est plutôt sans surprise? Moi, je pense on va mitiger un peu cette version. On va relativiser. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de médaille pour la première fois depuis 2004. Encore, le résultat était meilleur parce qu'on avait plusieurs finales en athlétisme, plusieurs demi-finalistes en judo, etc. Mais maintenant, sur le résultat, oui, il n'y a pas de médaille, mais il y a quand même quelques satisfactions. Et il y a Teleki, par exemple. Teleki qui a une cinquième place où déjà nous faire frissonner en finale des Jeux, c'est quelque chose. Oui, Teleki, pour l'anecdote, quel impeccable. Je crois qu'il était 3h30 du matin, 3h30 du matin. Tout le monde était devant sa télévision à regarder un marché dans le sable. C'est ça, mais il y a le sport pour nous faire vivre. C'était l'ultime chance de médaille. C'est une réponse. C'est à 3 cm, 3 ou 4 cm. C'est une réponse à Farid. Les Algériens, ils ont une fierté. C'est vrai qu'ils. Oui. Peu importe. C'est vrai qu'ils adorent le foot. C'est même quand on perd chaque semaine, et même quand notre club est avant-dernier du championnat, ils regardent quand même la télé. Mais quand il y a des exploits qui arrivent, on regarde même le saut, le triple saut, même le saut en hauteur à 3h du matin. Il y a eu Imen Khalif, la boxeuse qui était en quart de finale, qui est passée à ça de la médaille de bronze, perdu contre la championne olympique, la boxeuse irlandaise. Il y a eu Seda Zara en lutte aussi, qui a joué les repêchages contre le champion olympique. Il y a eu voilà, on a eu deux, pas passé loin sur 2-3 chances, et même sur la qualif, Hussein est là, il peut nous le dire. Il a eu des mois compliqués avant la qualif au JO, il s'est blessé. On parlait de commotion cérébrale, il l'a vécu, hein, lui quelques mois avant les JO. Donc il y a des satisfactions. Et je pense qu'on en a eu là et qu'on va attendre, hein, les prochains mois, notamment à Oran, aux Jeux méditerranéens. On va parler des Jeux, il ne reste pas beaucoup de temps. La question, justement, vous me parliez des Jeux. Mahmoud a raconté un petit peu votre parcours de 2020, votre blessure. À un moment donné, avant cette blessure, vous y croyez aux Jeux? C'est quelque chose qui fait rêver l'athlète, c'est le Graal, c'est le summum, les Jeux? Bien sûr, on était en train de préparer les JO depuis l'année 2018, donc on était en train de participer aux différents tournois afin de récolter les points pour se qualifier. Moi, à la fin de 2020, début 2020, on a fait les championnats d'Afrique. J'ai eu un coup ici au niveau de la pommade gauche, donc j'ai reçu 4 fractures. Et après, on revient, c'est le Mektoub, mais alhamdoulilah,
La blessure s'est consolidée, je suis revenu. J'ai eu des personnes qui m'ont donné la chance à continuer à me préparer malgré la Covid. Après ça, j'ai participé sur 3 ou 4 tournois pour revenir concernant le niveau avec les athlètes qui vont participer, les athlètes internationaux. Après ça, il y avait le tournoi qualificatif. Malheureusement, je me suis donné à fond, mais voilà, je ne me suis pas qualifié. Après, ils ont choisi la carte, ils l'ont donnée à une fille. La wildcard, c'est, pour on l'explique, c'est une invitation. Voilà, on n'est pas qualifié, mais on choisit un athlète. Voilà, ils ont donné et ça vous avez regardé le tournoi de karaté, le tournoi des JO, vous l'avez regardé? Oui, bien sûr. Ça vous a pas démangé des... Moi, en tout cas, je me suis donné à fond et à la fin, je me dis... Est-ce que vous pensiez que si vous y étiez, vous auriez pu aller arracher quelque chose? Bien sûr, après, on est dans un stade où on a tous la même chance. Voilà. Tu es là, c'est ton jour, tu es très concentré, tu es motivé, tu as la confiance. Si tu crois en toi, vraiment, tu vas arracher une médaille. En 2024, aux Jeux Olympiques de Paris, il n'y aura pas le karaté. Il y a un petit espoir que le karaté revienne? Un petit pourcentage mais la majorité des gens ou des experts, ils disent que voilà, en 2024, il n'y aura pas le karaté. Votre objectif pour l'année prochaine, quoi? En ce moment, Inch'Allah, on a les Jeux méditerranéens qui vont se dérouler ici en Algérie. À Oran. En 2018, alhamdoulilah, j'ai eu la médaille d'or. Donc voilà, on va essayer, Inch'Allah, de... Donc vous gardez votre titre méditerranéen. On va parler des Jeux dans un instant. Messieurs, on va se plonger dans cette année 2022. Ahmed Mahour Bacha est un spécialiste de football, de football africain notamment. On va parler de cette année qui attend Belmadi. En fait, juste pour résumer, je crois que dans le contrat qu'il a signé avec la fédération, c'est l'année la plus importante de son contrat. Il est venu pour se qualifier en Coupe du Monde et faire ce qu'il a toujours rêvé de faire en tant que joueur, et il n'a jamais participé à une Coupe du Monde. Il voudrait essayer de le faire en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, on n'est pas encore qualifié, hein, parce que pour ceux qui ne suivent pas, je vais vous résumer, il y a une Coupe d'Afrique qui débute dans 8... Le 9 janvier, où l'Algérie doit essayer de garder son titre, et juste après, en mars, il y a ce fameux match barrage qu'on doit gagner pour se qualifier en Coupe du Monde. Il reste un seul match, tirage au sort. En aller-retour. Un match en aller-retour. Ouais. Je veux dire, un adversaire en aller-retour. C'est une grosse année pour Belmadi. C'est l'année Belmadi. Oui, bon. Je pense qu'il aurait aimé que la Coupe d'Afrique se déroule déjà en 2021 plutôt qu'en 2022 pour se consacrer clairement sur la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne cesse de répéter. C'est comme si pour parer un peu un éventuel échec en Coupe d'Afrique, il ne cesse de répéter que l'objectif c'est la Coupe du Monde. Il ne va pas cracher sur la Coupe d'Afrique. C'est pour enlever de la pression sur ces joueurs. Pour enlever la pression. C'est-à-dire, voilà, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, ils vont faire tout ce qu'ils pourront pour conserver le titre africain, mais clairement l'objectif c'est d'aller en Coupe du Monde. C'est-à-dire, à choisir entre aller en Coupe du Monde et remporter la Coupe d'Afrique, je pense que dans l'esprit de tous les joueurs, la priorité est vers la Coupe du Monde. Ils seront de faire les deux, mais il y a la Coupe du Monde. Il n'y a pas beaucoup de pression sur la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, même le président de la République, il l'a dit à Bounjah et Belaïli, ce serait bien de passer le premier tour. Et eux, ils se sont mis encore en pression. Quart finale, demi-finale, comme si... Mais regardez le mental, parce que c'est important, je parle de coaching, hein, c'est important de communiquer à son athlète qu'il a la capacité de dépasser ses limites. C'est important de lui enlever le doute de sa tête. Je parle de technique d'entraînement, ça dépend des sports. Il ne faut pas infantiliser également les athlètes. Non. Vous imaginez bien que des athlètes pro n'ont pas attendre ce que doit leur dire le coach pour être dans un état d'esprit de gagner. Je pense... je ne dirais pas c'est du folklore. Mais dans l'histoire, jamais un footballeur. Mais dans l'histoire, jamais un footballeur ne s'est mis dans la tête de gagner une Coupe du Monde. Il ne l'imagine même pas. Oui, mais encore une fois, un athlète professionnel, il sait ce qu'il attend. Il n'a pas besoin, il ne doit pas attendre ce que l'entraîneur doit lui dire pour avoir la hargne ou bien pour enlever le doute. Donc le coach dit ce qu'il doit dire, mais chaque athlète, chaque sportif déjà est concentré sur il connaît les difficultés au même titre que l'entraîneur, il sait ce qu'il attend au même titre que l'entraîneur.
Il sait si c'est facile, si c'est difficile, au même titre que l'entraîneur. Donc je ne vais pas mentir à mon athlète pour lui dire c'est facile et il va croire que c'est facile. Et bien sûr qu'un athlète rentre à une compétition avec l'envie de la gagner, sinon il ne serait pas là. Et même chaque joueur rêve de gagner la Coupe du Monde et il se dit que j'y arriverai peut-être un jour. Oui, mais on y croit. Tout à l'heure, on a vu les images et la cérémonie. Vous y étiez à la cérémonie où le président de la République a reçu la délégation des Paralympiques. C'était la même chose. On va voir les images de cette équipe. Je vais dire championnat arabe, mais c'est une équipe mixte, on va dire, entre les joueurs. D'avoir retapé l'équipe, de l'avoir redonné confiance à l'équipe et d'avoir inculqué aux joueurs un esprit de conquérant. Auparavant, l'Algérie n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique en dehors de l'Algérie. Elle l'a remportée en Égypte, un pays où toujours l'Algérie trouve des difficultés. Maintenant, sans il y a beaucoup de ressemblances avec notre champion. Il est parti gagner le titre africain en Égypte face à un Égyptien. Comme il y avait même une karatéka junior qui avait remporté la coupe, la médaille d'or face à une Égyptienne qui est championne du monde en Égypte. Donc voilà, maintenant il y a un nouvel état d'esprit. Maintenant les joueurs, on l'a vu, sans complexe, ils parlent de faire bonne figure en Coupe du Monde, alors qu'auparavant, l'essentiel c'est d'aller en Coupe du Monde, qui est à sortir en premier. Avant de parler du match barrage, ensuite on parlera des JO, parce qu'on va aller des JM, avant de parler de Coupe du Monde, je voulais savoir, parce que tous les Algériens aiment le football, et moi à la fin du match face à la Tunisie, en sortant des locaux et des studios de la télévision algérienne, j'ai eu du mal à rentrer chez moi tellement il y avait du monde. Il y avait même des femmes âgées qui étaient dehors. C'est une folie, une transe qui prend comme ça tout le monde. Est-ce que les sportifs de haut niveau, vous ou vos athlètes, est-ce que c'est des amoureux du football? Est-ce qu'ils regardent les matchs? Ou alors ils trouvent que les... Non, mais je vais être franc. Alors ils trouvent que les footballeurs leur prennent trop de place. Ou alors, ils peuvent se transformer en supporters à un moment donné en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Ils sont surtout supporters du beau spectacle et des couleurs. La performance et de l'excellence. Que ce soit en karaté, football et tout. Mes athlètes, la grande majorité, pour ne pas dire tous, moi j'étais le jour de la finale ou de la demi-finale, je pense, on avait une séance d'entraînement dans une salle de musculation. Donc voilà, cette coupe arabe, donc les athlètes s'entraînaient, suivaient le match sur les smartphones. Le smartphone. Donc évidemment qu'ils étaient heureux et contents pour la victoire des... Parce qu'une finale gagnée, c'est de la performance. D'autant plus que nos sportifs sont politisés. Et ils comprenaient parfaitement l'importance de cette victoire. Les enjeux politiques, notamment au niveau... l'aura de la géopolitique. Actuellement, donc, c'est pour ça qu'ils étaient doublement contents de la victoire des Verts. Votre regard à vous, est-ce que vous aimez le foot ou pas du tout? Honnêtement, ça fait plaisir de voir l'équipe nationale gagner. Après, personnellement, je ne suis pas vraiment fan du football. Voilà. Alors, il y a des gens qui ne sont pas fans du tout, mais une Coupe du Monde ou une finale de Coupe d'Afrique, ils deviennent supporters. Bien sûr. C'est plus du patriotisme et de la fierté que l'amour du sport en réalité. Bien sûr, surtout si c'est l'Algérie. Donc on doit suivre, on doit supporter, ça reste le pays et on doit supporter. Voilà, la souffrance est terminée, ce sera ma dernière question sur le football, messieurs. On va arriver à ce qui va être très certainement le plus grand événement du bassin méditerranéen en été prochain. Jusqu'en juillet, jusqu'au 5 juillet, ce sera la cérémonie de clôture de ces Jeux. Vous attendez quoi de ces Jeux, vous personnellement? Et ensuite, on va parler de la participation algérienne. Moi, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que je reste concentré et je vise une médaille, pas alors, Inch'Allah, pour l'Algérie. Alors, dans le tournoi de karaté, est-ce que vous connaissez les adversaires que vous allez avoir à Oran en juin prochain? Après les Jeux méditerranéens, les redoutables adversaires. C'est un mini championnat du monde, donc c'est pas facile. Ah d'accord. Voilà. Les meilleurs sont sur le bassin méditerranéen. Et ils vont se déplacer. Les meilleurs du karaté seront là? Peut-être, oui. Oui. Quand on voit les dernières éditions, quand vous comparez à la natation, à d'autres sports comme ça, le karaté, vous avez les Espagnols, vous avez les Turcs, vous avez les Égyptiens. Mais le champion olympique, il est français, il est donc méditerranéen. Est-ce qu'il sera là ou pas? Ça, je sais pas, mais
probablement il va Si, être, très probablement. il va être présent. Donc le tournoi de karaté, ce sera un tournoi de très haut niveau, Voilà. c'est un tournoi mondial. Ils disent à chaque fois c'est un mini championnat du monde, donc c'est pas quelque chose à négliger. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que votre médaille d'or, elle prend, si Inch'Allah, vous allez la garder autour du cou, vous en aurez une deuxième, et vous reviendrez ici Inch'Allah. avec les deux médailles, elle a encore plus de valeur. Voilà. C'est un gros tournoi. Bien sûr, c'est un grand tournoi, donc comme l'Algérie est en train d'investir sur les infrastructures, on aimerait bien aussi qu'il y ait un suivi concernant la préparation des athlètes, parce que d'avoir une salle et ne pas avoir un athlète qui est bien préparé, tu ne peux pas bien représenter ton pays. Donc nous, on demande d'avoir une bonne préparation, un suivi, et c'est avec ça qui va nous permettre de bien briller. Et là, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en préparation perpétuelle jusqu'au jeu? Inch'Allah, d'ici le début de 2022, j'ai des stages, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et j'ai aussi des compétitions que je dois, Inch'Allah, participer et gagner. Et c'est avec ça qui va me permettre d'être, Inch'Allah, présent après Tawfiq ta Rabbi subhanahu. Inch'Allah, Inch'Allah. Ahmed Mahour Bacha, les Jeux méditerranéens, vous connaissez dans votre carrière, athlète ou entraîneur? Les deux. Oui, j'ai précisé, athlète et entraîneur. Quelle importance ont ces Jeux qui reviennent chez nous après Alger en 75? Quelle valeur d'abord sportive pour notre pays, pour nos athlètes, et aussi en termes d'organisation? Bon, d'abord, c'est important puisque lorsqu'on voit ce qui est en train d'être construit actuellement à Oran, c'est important. Oran, grande ville, deuxième ou troisième, je pense, deuxième ville en Algérie, n'avait pas les infrastructures qu'elle méritait. Je pense qu'avec les Jeux méditerranéens, ces choses faites, ils vont avoir un super stade de football, un super stade d'athlétisme, une piscine. Avec une nouvelle salle omnisport. Voilà, donc l'importance des Jeux pour la population oranaise, ce sont les infrastructures. Pour les sportifs algériens, comme vous savez, chaque fois que l'Algérie organise un événement sportif, les budgets de préparation sont doublés ou triplés, donc l'État met plus d'argent dans la préparation des athlètes. Donc c'est le deuxième point positif pour les sportifs. Maintenant, s'agissant de l'athlétisme, je ne sais pas si les meilleurs seront présents. J'ai cru comprendre que le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec les gars du COSM, sont en train de chercher une méthode pour attirer les meilleurs sportifs, les meilleurs athlètes, ceux qui ont été médaillés olympiques à Tokyo, des Portugais, des Français, des Italiens. Vous parlez des athlètes du bassin méditerranéen. Voilà, du bassin méditerranéen, pour donner plus d'importance aux épreuves d'athlétisme. Mais ça me paraît personnellement difficile, puisque il y a le championnat du monde un mois de championnat. Même pas 10 jours, je pense 15 jours après. Donc ça sera extrêmement difficile. Mais dans les programmes des athlètes de haut niveau, ils font souvent des meetings avant d'aller. Sauf que là, c'est un championnat du monde en Oregon. Il y a un décalage horaire de 10 heures, je pense. Donc il faudra être là-bas 15 jours à 18 jours avant. Donc ça me paraît extrêmement difficile. Mais bon, probablement qu'il y aura quelques athlètes médaillés à Tokyo qui sont présents. Hein. Ça sera important pour nous. Mahmoud va m'en vouloir, on est presque à 1 heure d'émission, mais je vous laisse quand même très rapidement. Non, effectivement, l'État va débloquer des très gros budgets pour la préparation, mais le suivi des fédérations doit aussi être là. Et on va pas se le cacher, on va pas avoir 200 médailles. Les athlètes qui sont susceptibles d'avoir des médailles ne sont pas nombreux. Il y en a qui sont là, qui doivent en plus garder leur titre. C'est d'autant plus important. Donc, je pense qu'il faut mettre le paquet sur ces athlètes-là, arrêter les bâtons dans les roues et permettre et fêter ça en prochain. Et on va fêter ça en juin, on va le fêter parce qu'Oran sera une grande ville organisatrice des Jeux. Oran est une des plus belles villes du bassin. Il reste ces athlètes qui, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps, on l'a vu avec Skandar qui a remporté ces magnifiques médailles aux Jeux Olympiques. Quand on arrive aux Jeux, on a envie d'entendre Kassaman dans son pays et j'espère qu'on l'entendra. Merci messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cette dernière de l'année. Un mot très rapidement. On oubliait Sidi Ali Boudina qui a remporté une médaille mondiale en aviron. Qui devait être avec nous ce soir. Qui a dû se rendre en stage, prendre un avion
Et il ne faut pas les oublier, les champions de l'aviron, une médaille mondiale, très importante. Merci messieurs d'avoir été avec nous et très bonne année 2022, Inch'Allah, avec plein de succès pour vous et pour nous tous. Merci messieurs, merci Ahmed Nawar Bacha, merci à vous tous d'avoir veillé avec nous. On se retrouve l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine, voilà, ce sera dans... Merci à tous.